de mai 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 5 de mai 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites de la chanson du printemps de Mendelssohn. Commençons ce magazine par l'actualité fiscale. Hier, charge des enfants. L'accord formalisant que les enfants, quoiqu'en résidence alternée, sont à la charge principale de leur père, fait obstacle à ce que cette charge soit répartie également entre les parents, quelle que soit en réalité la répartition effective de la charge de ces enfants. Somme perçue en fin d'activité. L'indemnité pour préjudice moral et professionnel versée lors d'un départ en retraite est imposable. Tel est le cas si cette indemnité concerne le déroulement de la carrière de l'intéressé qui a subi une discrimination du fait de son appartenance à une organisation syndicale et de ses mandats de représentant du personnel. BIC, amortissement d'un droit d'usufruit. En cas de démembrement d'un logement loué meublé à la suite d'une succession, les loyers sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de l'usufruitier. Ce dernier ne peut alors pratiquer aucun amortissement à raison de ce logement dès lors que celui-ci ne fait pas partie de son actif immobilisé. De fait, seul le nu propriétaire peut faire figurer à son actif un bien dont la propriété est démembrée. Il est en conséquence l'unique titulaire du droit à l'amortir. Pour autant, l'usufruitier peut toutefois amortir le droit d'usufruit dont il dispose, sous réserve que ce droit présente le caractère d'une immobilisation soumise à une dépréciation irréversible. Ainsi, l'usufruit viager d'un immeuble peut être amorti dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle il produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé de l'usufruitier. Cette durée prévisible peut être statistiquement déterminée à partir des données reposant sur la table de mortalité publiée par l'INSEE. Par exemple, si l'espérance de vie de l'usufruitier est fixée à une durée de 20 ans, l'usufruit viager dont il dispose sera amortissable sur cette durée. Abandon de créances. Une société holding qui fournit des prestations de référencement à ses filiales et négocie à cet effet des conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe, entretient des relations commerciales avec ses filiales. Les abandons de créances consentis par cette société à certaines de ses filiales en difficulté financière revêtent un caractère commercial et sont entièrement déductibles dès lors que le chiffre d'affaires de la société holding est presque uniquement procuré par ses prestations de services, que le montant de ce chiffre d'affaires est d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ses filiales, et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées serait de nature à amputer significativement sa propre activité. Changement d'activité réelle. Le changement d'activité emporte cessation d'entreprise. Il est caractérisé en cas d'adjonction d'une activité ou en cas d'abandon ou de transfert, même partiel, d'une ou plusieurs activités lorsque ces événements ont un impact significatif sur l'entreprise, apprécié en termes soit de chiffre d'affaires, soit d'effectifs et de montant brut de l'actif immobilisé. Caractérise ainsi un changement d'activité, l'abandon par une société de son activité industrielle qui générait en 2003
90 millions de chiffre d'affaires, employait 346 salariés et disposait de 100 millions de moyens de production. Dès lors qu'en 2010, cette activité ne génère plus aucun chiffre d'affaires, n'emploie plus aucun salarié, ne dispose plus d'aucun stock et ne détient à titre résiduel que 120 000 euros d'immobilisation, et qu'à cette même date, la totalité du chiffre d'affaires de la société provient exclusivement de son activité de holding. Il importe peu à cet égard que la société s'était adjointe une activité distincte de holding dès 1992, cette activité ne présentant qu'un caractère marginal dans l'ensemble de son activité initiale. Par suite, l'administration est en droit de constater la perte des déficits reportables de la société, alors même que ces déficits en cause sont la conséquence directe des travaux de remise en état, de dépollution et de surveillance auxquels la société est enjointe par les pouvoirs publics au titre de la police des installations classées. Parité d'échange. Lorsque la parité d'échange d'une opération d'apport est fixée en fonction de la valeur comptable des apports au lieu de leur valeur réelle, l'écart entre ces deux valeurs est analysé comme une subvention de la société apporteuse à la société bénéficiaire de l'apport. Théorie du prix d'acquisition. Une société absorbante ne peut en principe déduire les charges nées chez la société absorbée avant la fusion. Cette théorie, dite du prix d'acquisition, d'origine jurisprudentielle, est généralement appliquée en cas de rémunération des apports dans le cadre d'une fusion avec échange de titres. Le tribunal administratif de Montreuil estime que cette théorie est applicable lorsque l'apport résulte d'une confusion de patrimoine, et c'est à notre connaissance la première fois que le juge se prononce expressément sur cette question. La théorie du prix d'acquisition s'applique donc même en l'absence d'acquisition. Dans ce contexte, la clause de retour à meilleure fortune à laquelle était assorti un abandon de créances, inscrite en engagement hors bilan de la société absorbée, constitue à la date d'apport un passif de cette société, dès lors que l'activation de cette clause était rendue hautement probable par la décision de fusion intervenue 30 jours auparavant. La charge correspondante n'est donc pas déductible du résultat imposable de la société absorbante. TVA, escompte accordé. Lorsqu'un fournisseur émet des factures sur le montant desquelles le client peut bénéficier d'un escompte s'il paie comptant, ce fournisseur doit établir une facture rectificative ou une note d'avoir si le client use de cette possibilité et bénéficie de l'escompte. À défaut d'établissement de l'un ou l'autre de ces documents, le fournisseur reste redevable de la TVA sur la totalité du prix figurant sur les factures. Et il y a une exception à cette règle. Le fournisseur est autorisé à imputer la taxe correspondante à l'escompte accordé si une mention apposée sur la facture précise que, dans le cas où le client bénéficie de l'escompte offert, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction. Attention, car la circonstance selon laquelle le fournisseur informerait ses clients de ce qu'un escompte leur a été accordé et de la limitation à due concurrence de leur droit à déduction ne saurait pallier l'absence de mention explicite en ce sens portée sur la facture elle-même. IS, taux réduit en faveur des PME. Pour être éligible au taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés, le capital de la PME doit être détenu à hauteur de 75%, soit directement par des personnes physiques, soit par des sociétés dont le capital est lui-même détenu directement à hauteur de ce même seuil par des personnes physiques. En cas de détention indirecte par des personnes morales,
le seuil de 75% de détention du capital par des personnes physiques doit être atteint dans chaque société détentrice sans que puissent être prises en compte les participations des personnes physiques dans une société interposée. Actualité juridique du mois, dirigeant de fait. Le directeur commercial d'une société n'a pas la qualité de dirigeant de fait dès lors qu'il n'a pas accompli en toute indépendance d'actes positifs de gestion excédant ses fonctions. Augmentation des engagements des associés. Toute augmentation des engagements d'un associé doit impérativement recueillir son accord express. Du coup, doit être adoptée à l'unanimité la décision prorogeant la durée d'une société en participation à laquelle les associés ont apporté la jouissance de lots de copropriété, car elle impose le maintien de cet apport au-delà du terme initial et augmente leurs engagements. Sûreté accordée par une SCI. Une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé n'est pas valable si, étant de nature à compromettre l'existence de la société, elle est contraire à l'intérêt social. En revanche, une sûreté doit être validée si, après sa mise en œuvre, des sommes doivent lui revenir qu'elle pourra réinvestir. Une illustration. Une société civile immobilière consent à une banque un cautionnement hypothécaire sur son immeuble, le seul dont elle est propriétaire, en garantie d'un emprunt accordé par la banque à ses associés. La banque saisit l'immeuble à la suite de la défaillance des associés et la SCI conteste alors la validité du cautionnement qui, selon elle, est contraire à son intérêt. Cet argument a été écarté par la Cour de cassation. La valeur de l'immeuble excédait le montant de l'engagement de la SCI, si bien que la mise en jeu de la garantie ne pouvait pas entraîner la disparition de son entier patrimoine, la société pouvant réinvestir le reliquat du produit de la vente conformément à son objet. L'engagement, qui n'était pas de nature à compromettre l'existence de la SCI, n'était donc pas contraire à son intérêt. Cautionnement de toute somme qui serait due. Au terme d'un acte de cautionnement, une personne garantit au fournisseur d'une entreprise le paiement de toutes les sommes qui lui seraient dues par l'entreprise au titre de leur relation commerciale. Il a été déduit de cette clause ambiguë que la caution garantissait non seulement les dots futures, mais aussi celles antérieures à son engagement. Cautionnement des dettes d'une société absorbée. Le dirigeant qui s'est porté caution de toutes les dettes présentes ou futures de sa société envers une banque doit aussi garantir les dettes d'une entreprise que sa société a ensuite absorbées. Ce dirigeant ne peut pas reprocher à la banque de ne pas l'avoir informé des conséquences de l'absorption. En effet, la banque créancière n'a pas l'obligation d'informer la caution des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'une autre société à la société garantie qui l'a absorbée, dans la mesure où la caution s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à la banque. Responsabilité de l'expert comptable. L'expert comptable, qui accepte dans le cadre de ses activités juridiques accessoires d'établir un acte pour le compte d'un client, est tenu en sa qualité de rédacteur, et même si aucune lettre de mission n'est établie entre lui et son client, d'informer et d'éclairer de manière complète toutes les parties à l'acte sur les effets, les implications et les risques que celui-ci comporte, ainsi que sur la portée de l'opération projetée. Dès lors, un expert comptable chargé de rédiger un acte de cession de titres consenti à crédit a engagé sa responsabilité à l'égard des cédants
pour n'avoir pas proposé d'assortir la cession d'une garantie de paiement du prix, ni même d'un terme pour ce paiement. Le préjudice des cédants s'analyse en une perte de chance de percevoir le solde du prix, chance que la Cour d'appel a évaluée à 30% en l'espèce. Dans une autre affaire, un expert comptable n'a pas été jugé responsable du redressement fiscal visant les associés du fait de la cession de leurs titres, car il n'avait pas eu pour mission de rédiger l'acte de cession. Par contre, s'il avait été chargé de rédiger l'acte de cession, l'expert aurait dû alerter les associés sur les conséquences fiscales de l'opération en matière de taxation des plus-values, mais tel n'avait pas été le cas. Notez que sa responsabilité aurait pu être retenue s'il avait été chargé par les associés, ce qui n'avait pas été le cas non plus, d'une mission ponctuelle d'établissement de leur déclaration fiscale personnelle. Charge de la preuve en cas de faute d'un expert comptable. L'associé unique d'une URL confie à un expert comptable une mission d'assistance juridique et fiscale comprenant le soin de notifier à l'administration fiscale l'option de l'EURL à l'impôt sur les sociétés. Mais en pratique, l'administration applique à l'EURL les règles d'assujettissement de droit commun à l'impôt sur le revenu en indiquant n'avoir pas reçu cette notification. Elle redresse l'associé unique en conséquence en taxant à son nom le résultat d'ensemble de la société. Reprochant à l'expert comptable d'avoir manqué à ses obligations, l'associé lui demande réparation de son préjudice. La Cour d'appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que l'expert comptable, qui a notifié l'option à l'IS par lettre simple et non par courrier recommandé, aurait dû se ménager la preuve de son envoi. Pour autant, les juges ont rejeté la demande de réparation car l'associé, qui réclamait à l'expert l'intégralité du montant du redressement, n'avait pas établi la réalité de son préjudice. Oui, en effet, il appartenait à cet associé qui ne l'avait pas fait de prouver le préjudice résultant de cette faute en distinguant la part de redressement exclusivement imputable à l'absence d'option à l'IS de celle consécutive au rejet par l'administration fiscale de certaines écritures comptables passées par l'URL et en précisant l'impôt qui aurait dû être acquitté par celle-ci et qui aurait réduit d'autant les bénéfices distribués imposables. Redressement judiciaire et actes de gestion courante constituent des actes de gestion courante qu'un débiteur peut passer seul sans l'assistance de l'administrateur, les commandes de fourniture en lien avec son activité et qui sont habituelles dans leur nombre et montant. Illustration, une entreprise est mise en redressement judiciaire. L'un de ses fournisseurs lui réclame le paiement de 173 commandes passées après l'ouverture de la procédure collective pendant la période d'observation. Pour ne pas les payer, l'entreprise fait alors valoir que ces commandes effectuées pour un montant de 117 000 € sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire dépassaient la gestion courante. Son argument est rejeté. Les commandes en lien avec l'activité commerciale de l'entreprise et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyen, constituaient des actes de gestion courante et étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Vente du logement familial détenu par une SCI. La Cour de cassation a apporté une importante précision sur l'autorisation d'occupation du logement détenu par une SCI. Lorsqu'une SCI est propriétaire d'un logement qu'occupent les époux associés ou l'un d'eux, l'occupant ne peut s'opposer à la vente du bien que s'il a été autorisé à l'habiter en vertu d'un droit d'associé ou d'une décision collective prise à l'unanimité. Compte tenu des lourdes conséquences pratiques de la solution
En l'absence d'autorisation d'occupation, on ne peut que recommander aux associés de société civile propriétaires du logement familial de bien prévoir un acte justifiant cette occupation. Bail commercial, condition d'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné. L'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné s'opère chaque année par une majoration non modulable de 10% du loyer de l'année précédente. Il appartient aux parties de fixer l'échéancier de cette augmentation progressive de loyer. Absence de déplafonnement du loyer commercial. Comme l'ICC, indice du coût de la construction, ne peut plus être utilisé comme indice de référence, n'est pas un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé le passage en cours de bail de l'ICC à l'ILC, indice des loyers commerciaux, qui est l'indice de référence avec l'ILAT pour déterminer le montant du loyer plafonné. Le loyer se calcule en appliquant distributivement l'ILC sur la période où il existe et l'ICC sur la période antérieure. Par ailleurs, l'interdiction issue de la loi Pinel de transférer certaines charges sur le locataire constitue une modification des obligations des parties. Néanmoins, n'étant pas applicable au bail commercial venu à expiration, elle n'est pas une cause de déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Bail commercial, délivrance du congé. Le congé délivré par le locataire à l'ancien propriétaire des locaux commerciaux est nul. Pour que le congé délivré par le locataire soit valable, il doit être signifié à l'actuel bailleur et non au propriétaire précédent qui a vendu les locaux, même si le locataire n'a pas été informé de cette vente. Il est donc conseillé au locataire de faire introduire dans le bail une clause imposant au bailleur de lui notifier toute modification dans la propriété des locaux loués. Si le bailleur contrevient alors à cette obligation, il engage sa responsabilité contractuelle. Oui, et à défaut d'une telle clause, le locataire qui souhaite donner congé a tout intérêt à contacter préalablement le représentant de son bailleur afin de s'enquérir de l'identité du bailleur avant de procéder à la notification du congé. Résiliation d'un bail commercial pour des manquements antérieurs à son renouvellement. Dans les 3 mois de la notification de la demande en renouvellement du bail par le locataire, le bailleur doit lui faire savoir s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Le locataire de locaux commerciaux demande le renouvellement de son bail, puis il entreprend des travaux dans les locaux. Le bailleur ne répond pas à cette demande, mais plus de 3 mois après, il réclame la résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux en violation des stipulations du bail. Sa réclamation a été rejetée. Pour la Cour de cassation, un bail commercial ne peut pas être résilié pour des manquements antérieurs à son renouvellement. De même, le bailleur qui a accepté le renouvellement ne peut pas se prévaloir d'infractions antérieures au renouvellement pour exercer son droit de rétractation et refuser le renouvellement pour motif grave et légitime. Réforme du droit des contrats. Voici les principales modifications à retenir entrant en vigueur le 1er octobre 2018. Le contrat d'adhésion, enfin défini. C'est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Est un contrat de gré à gré, celui dont les stipulations sont librement négociables et non plus négociées. Pacte de préférence. Le bénéficiaire d'un pacte de préférence doit répondre dans un délai raisonnable
à un tiers qui l'interroge sur l'existence du pacte et son intention de l'invoquer. Même délai raisonnable pour répondre à un tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure et qui demande par écrit au représenté de lui confirmer que le représentant est habilité à conclure cet acte. Réduction du prix en cas d'exécution imparfaite. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il pourra demander au juge la réduction de prix, c'est-à-dire un remboursement de ce qu'il a versé proportionnel à l'inexécution constatée. S'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, le créancier pourra, après mise en demeure, notifier au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier devra être rédigée par écrit. Définition du dol et de la violence. L'existence d'une réticence dolosive n'est pas subordonnée à celle d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle. Ne constitue pas un dol le fait, pour une partie, de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation. Résolution du contrat, une information à retenir. Dans le cadre de relations d'affaires, exiger un paiement à la livraison, conformément aux conditions générales de vente, ne constitue pas un manquement justifiant la résolution d'un contrat par le juge, même s'il n'avait jamais été fait application de ces conditions auparavant. En effet, dans ce cas particulier, il était difficile de reprocher au vendeur d'avoir demandé l'application du contrat. Doit donc rester inopérant le fait de ne l'avoir jamais demandé auparavant ou de l'avoir demandé soudainement et même brutalement. Contrat, clause limitative de réparation. Abandonnant sa jurisprudence, la Cour de cassation vient de juger que, en cas de résolution d'une vente, la clause qui plafonne le montant des dommages-intérêts dus en cas de mauvaise exécution du contrat demeure applicable. La Cour de cassation avait auparavant jugé que la résolution de la vente en portant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses à leur état antérieur, il n'y avait pas lieu d'appliquer les clauses régissant les conditions et les conséquences de la résiliation, et notamment les clauses limitatives de responsabilité. Cette jurisprudence est donc abandonnée et c'est à retenir. Vente à distance, rétractation. Vous savez que le droit de rétractation de 14 jours prévu en cas de vente à distance ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Dès lors, le droit de rétractation est applicable à l'achat par Internet d'une voiture assortie d'options relatives à la couleur de la carrosserie et à l'installation d'une alerte de distance de sécurité. Ces options n'ont en effet fait l'objet d'aucun travail spécifique de la part du vendeur et elles ne suffisent pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de ces dispositions. Voici l'actualité sociale du mois. Régime social des indemnités de rupture. La Cour de cassation clarifie sa position. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence qui assujettissait aux cotisations les sommes versées lors de la rupture du contrat, dès lors qu'elles n'étaient pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 du Codices du CGI. Désormais donc, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l'article 80 du Codices du CGI peuvent échapper aux cotisations de sécurité sociale si l'employeur prouve qu'elles ont pour objet d'indemniser un préjudice.
contrôle URSSAF plusieurs précisions sur la validité de la procédure. L'avis préalable a pour objet d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement. Au cas où l'URSSAF entend reporter celle-ci, elle doit informer en temps utile l'employeur ou le travailleur indépendant par tout moyen approprié et rapporter la preuve de la réception de l'information en cas de recours contentieux. Le report de la date de la première visite ne nécessite donc pas un nouvel avis de contrôle. Les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases effectivement vérifiées. Lorsqu'ils adressent la lettre d'observation, les inspecteurs du recouvrement doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette information, qui constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, ne s'étend pas à l'indication du point de départ de ce délai. Autrement dit, la lettre d'observation n'a pas à préciser le point de départ du délai de réponse du cotisant. Emploi franc. Depuis le 1er avril 2018, l'embauche d'un chômeur habitant certains quartiers peut s'inscrire dans le dispositif des emplois francs et ouvrir droit à une aide. La liste détaillée des quartiers concernés est disponible sur le site du ministère du Travail. L'employeur ne doit pas bénéficier d'une autre aide de l'État à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié recruté en emploi franc. L'employeur ne peut pas bénéficier de l'aide s'il a procédé dans les 6 mois précédant l'embauche à un licenciement économique sur le poste concerné. Il devra rembourser l'intégralité des sommes perçues s'il apparaît que le recrutement a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié. La personne recrutée doit être inscrite à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8. Elle ne doit pas avoir fait partie de l'entreprise au cours des 6 derniers mois précédant son embauche. Le salarié ouvre droit à l'aide s'il est recruté en contrat à durée indéterminée ou en CDD d'au moins 6 mois entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019. En revanche, l'âge, le niveau de diplôme, l'ancienneté d'inscription à Pôle emploi de la personne recrutée et sa rémunération lors de l'embauche importent peu. Le montant des aides est proratisé en cas de recrutement à temps partiel et en fonction de la durée effective du contrat. L'aide peut aller jusqu'à 15 000 €. En effet, l'embauche à temps complet d'un chômeur habitant l'un des quartiers listés ouvre droit pour l'employeur à 5 000 € par an sur 3 ans maximum s'il s'agit d'un CDI, 2 500 € par an sur 2 ans maximum s'il s'agit d'un CDD d'au moins 6 mois. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur doit remplir un formulaire et l'envoyer à Pôle emploi au plus tard dans les 2 mois après la signature du contrat de travail. Tous les 6 mois, l'employeur devra remettre à Pôle emploi une attestation de présence du salarié mentionnant les éventuelles absences du salarié. Dénonciation d'un harcèlement moral. La loi interdit à l'employeur de licencier un salarié pour avoir témoigné ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel. Un licenciement prononcé pour un tel motif est nul de plein droit. Mais attention, selon la Cour de cassation, le salarié doit qualifier formellement les faits de harcèlement pour obtenir la nullité de son licenciement. Et cette nouvelle condition crée une distinction entre un salarié licencié pour avoir dénoncé des faits qu'il a qualifiés de harcèlement et celui qui aurait dénoncé les mêmes agissements sans les nommer. Seul le premier pourra invoquer la nullité de son licenciement.
Et le second devra établir devant le juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Du coup, cette décision de la Cour de cassation va inciter les salariés à utiliser davantage la qualification de harcèlement. Préavis et clause de non-concurrence. Si l'employeur n'a pas dispensé le salarié d'exécuter son préavis, il peut renoncer à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution de celui-ci, et ce, même si l'intéressé cesse de venir travailler. Indemnité compensatrice de préavis due par le salarié. L'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés. De ce fait, une cour d'appel ne peut pas condamner le salarié à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis. Préavis impossible à réaliser. Dans le cas où le permis de conduire est nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, celui-ci, du fait de la suspension de son permis de conduire, est dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Dès lors, ce salarié ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis suite à son licenciement pour excès de vitesse commis au volant d'un véhicule de l'entreprise. Téléprocédure dédiée au dépôt des accords collectifs. Le ministère du Travail met à disposition des entreprises une plateforme de téléprocédure permettant le dépôt en ligne des conventions et accords collectifs, de leurs avenants et annexes, ainsi que des textes qui leur sont assimilés, plans d'action, déclarations de dénonciation et d'adhésion, procès-verbaux de désaccord établis à la suite des négociations obligatoires, etc. Sont concernés par cette mesure l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 au niveau des établissements, des entreprises, de groupes et des UES, y compris ceux non soumis à l'obligation de publicité. Expertise du CSE. Vous savez que le Comité social et économique, le CSE, remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le CSE devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard. Qui doit payer les frais d'expertise du CSE ? L'employeur doit prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise diligentés par le CSE pour les consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise, sa politique sociale et les conditions de travail et l'emploi, les projets de licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, et en cas de risque grave constaté dans l'établissement. Les frais d'expertise sont pris en charge à hauteur de 20% par le CSE pour la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et toutes les autres consultations ponctuelles si le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise. Le CSE doit rémunérer lui-même intégralement les expertises libres. Il faut signaler que ce n'est que dans le cas des expertises libres pour la préparation de ces travaux et qui sont rémunérés par ces soins que le CSE peut, par dérogation, faire appel à tout type d'expertise. Hors expertise libre, le CSE ne peut faire appel qu'à un expert comptable ou à un expert habilité. Les règles concernant les expertises du CSE sont applicables depuis le 1er janvier 2018.
Au terme de ce magazine, nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous en juin prochain. À bientôt!